Bonjour! Dans ce chapitre, comme vous l'aurez compris, nous allons parler de la question du chômage. Le chômage est une question importante, d'abord économiquement, puisqu'il s'agit, la lutte contre le chômage est avec la croissance, la maîtrise de l'inflation et le solde extérieur, l'équilibre commercial avec l'étranger. C'est un des 4 objectifs principaux des politiques économiques. C'est aussi une question importante socialement et politiquement qui se retrouve souvent au cœur de débats et souvent un gouvernement est jugé à l'aune de son succès ou au contraire de son échec dans la lutte contre le chômage. Donc déjà, évidemment, l'importance du chômage peut vous servir d'accroche dans un devoir sur cette question, sur ce chapitre. Vous pouvez aussi citer, si vous voulez des choses plus précises qui sont un peu mieux comme accroche, évoquer le fait que François Hollande avait justement conditionné sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 au succès de sa lutte contre le chômage, à l'inversion de la courbe du chômage, qui est arrivé trop tard et qui l'a conduit à ne pas se présenter. C'est une première possibilité, même si forcément c'est un peu ancien maintenant. Plus récemment, vous pouvez aussi évoquer l'augmentation du chômage provoquée par la crise sanitaire, qui est certes une augmentation qui est très particulière, très ponctuelle et qui est liée à un contexte bien précis, mais qui peut quand même servir d'accroche pour traiter de la question du chômage de façon générale. On peut aussi évoquer, et ça c'est quand même beaucoup plus, c'est pas d'actualité, mais c'est quelque chose qui peut plus facilement être utilisé comme accroche parce que ça soulève vraiment des questions importantes. Donc on peut soulever le fait que en France, le taux de chômage n'est pas descendu en dessous des 6% depuis les années 1980. On a eu des fluctuations, il a été parfois plus proche de 10, parfois plus proche de 6, mais il n'est jamais descendu en dessous des 6%, alors que dans d'autres pays, il est bien en dessous, 3 à 4%. Donc là, ça soulève clairement des questions sur la lutte contre le chômage et qu'est-ce qui fonctionne dans les autres pays qui ne fonctionne pas en France pour qu'on ait un taux de chômage aussi élevé. Et donc justement, le but de ce chapitre, c'est de voir comment est-ce qu'on peut expliquer le chômage, quelles sont les différentes théories qui expliquent le chômage, qui sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives, généralement elles se combinent les unes les autres, et du coup, quelle politique il faut mettre en place pour lutter contre le chômage. Quelle politique au pluriel, puisque évidemment, qui dit plusieurs causes du chômage dit plusieurs solutions possibles au chômage. Mais avant d'aborder le cœur du sujet, les causes et les solutions, les moyens en tout cas de lutte contre le chômage, nous allons nous intéresser à une question préliminaire qui est absolument incontournable. Qu'est-ce que le chômage et comment le mesurer? Parce que le chômage est certes une question importante socialement, politiquement, qui est souvent débattue, mais elle n'est souvent pas bien définie et cela peut entraîner des confusions. Donc il faut qu'on commence par cette étape de définition du chômage et de voir comment est-ce qu'il est mesuré. Alors je précise que la définition du chômage qu'on va voir, c'est une définition qui correspond à la fois à la théorie économique et aux statistiques élaborées par l'INSEE et de façon plus générale par le Bureau international du travail. Mais justement, il peut y avoir des décalages entre cette définition théorique et statistique et en fait officielle, le chômage tel qu'on le définit, tel qu'il est mesuré par l'INSEE, etc. Et justement, le chômage tel qu'on peut en avoir la perception de façon courante, dans le sens commun, les personnes qu'on va considérer comme chômeurs ou comme chômeuses de façon générale, et justement sans avoir une vision théorique. Donc, définition théorique qu'on va d'abord poser. Le chômage est la situation des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui en cherchent un. Je répète, le chômage est la situation des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui en cherchent un. Point. Donc ça, c'est la définition du chômage. Deux éléments qui permettent de la définir. Vous n'avez pas d'emploi, mais vous en cherchez un. S'il y a une de ces conditions qui n'est pas remplie, si vous avez un emploi ou si vous n'en cherchez pas, vous n'êtes pas considéré comme chômeur ou comme chômeuse. Voilà, ça c'est la définition statistique et globalement, du coup, l'INSEE interroge des personnes, leur demande est-ce que dans une certaine période, notamment dans une semaine de référence, semaine précédente ou autre chose, vous avez travaillé. Ça va déterminer est-ce que vous avez un emploi ou pas. Est-ce que vous cherchez un emploi de façon active? Est-ce que vous êtes disponible d'ailleurs pour occuper un emploi si jamais il y a justement vous trouviez un emploi qui était disponible
dans les 15 prochains jours, est-ce que vous pourriez le faire? Si vous êtes malade, par exemple, vous ne serez pas compté du coup dans les chiffres du chômage. Voilà, globalement, comment on fait l'INSEE. Cette définition, elle est donc bien à distinguer de ce qu'on peut appeler le chômage dans le sens courant, où notamment on va considérer comme synonyme le fait d'être au chômage, le fait d'être chômeur ou chômeuse, et le fait de recevoir des allocations chômage. On peut aussi confondre la définition du chômage statistique par l'INSEE et la mesure des demandeurs d'emploi par Pôle emploi. Alors, autant ça, c'est généralement assez proche, encore que, on va voir justement, il y a des petites variantes, mais dans les définitions, ça pourrait être assez proche. Mais clairement, dans la question de être au chômage et recevoir des allocations de chômage, il y a une distinction qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien retenir. Vous pouvez notamment être au chômage, mais ne pas recevoir des allocations de chômage. Pour recevoir des allocations de chômage, vous devez non seulement être au chômage, ne pas avoir d'emploi et pouvoir justifier d'une recherche d'emploi, mais vous devez aussi avoir auparavant travaillé et cotisé un certain nombre de temps. D'ailleurs, sur justement les conditions pour recevoir des allocations de chômage et le droit auquel ça donne accès ensuite, je ne vais pas donner de chiffres précis là, mais je vais vous mettre un lien en barre de description pour justement compléter ces questions, parce que je comprends que ça intéresse de dire combien de temps il faut avoir cotisé pour recevoir des allocations de chômage et quelles allocations de chômage ça me donne droit ensuite. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. Tout ça, finalement, c'est une question un peu administrative. Et justement, la définition du chômage, il faut qu'elle puisse être assez universelle et qu'elle ne puisse pas dépendre des décisions du gouvernement. C'est pour ça que justement le Bureau international du travail pose une définition du chômage et des critères de mesure qui doivent pouvoir se trouver et être comparables dans n'importe quel pays et ne pas dépendre de décisions du gouvernement. Parce que si justement on considère par exemple comme au chômage seulement les personnes qui reçoivent des allocations chômage ou les personnes qui sont inscrites dans une agence de recherche d'emploi comme Pôle emploi, selon que vous changez les critères, ça peut changer la mesure du chômage. Si vous durcissez les conditions pour recevoir des allocations de chômage ou pour être inscrit à Pôle emploi, si vous radiez beaucoup plus de personnes parce que justement vous avez dit non, vous n'avez pas rempli les conditions, hop, on vous radie des listes. Tout ça va en fait provoquer une diminution du chômage, mais qui est une diminution artificielle. Okay, il y aura moins de demandeurs d'emploi, pas parce qu'il y a moins de personnes qui recherchent un emploi, pas parce qu'il y a plus de personnes qui ont un emploi, mais simplement parce que vous avez changé les critères et qu'aujourd'hui, ces personnes ne sont plus considérées administrativement comme demandeurs d'emploi. C'est pour ça qu'il faut mettre de côté, surtout quand on fait des comparaisons internationales, mais aussi des comparaisons dans le temps, parce que justement, un gouvernement peut changer les critères au cours du temps et dire ok, auparavant on prenait tel critère pour considérer les personnes comme demandeurs ou demandeuses d'emploi. Aujourd'hui, on va considérer tel autre critère. Et donc, il y a plein de personnes qui, par exemple, qui auparavant, avec les anciens critères, étaient considérées comme demandeurs ou demandeuses d'emploi et ne le sont plus ensuite. Et du coup, voilà, aussi sur les comparaisons internationales. Donc, il faut, pour ça, justement, une mesure statistique qui puisse vraiment se retrouver dans tous les pays, dans le temps, peu importe les décisions des gouvernements. Et donc voilà, cette mesure statistique, cette définition plus ou moins universelle, c'est celle que je vous ai donnée, la situation des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui en recherchent un. Autre petite précision, les chômeurs et les chômeuses font partie de la population active. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir parce qu'on a souvent tendance à considérer que les actifs, et donc la population active, ce sont les personnes qui ont un emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, par exemple si vous êtes au chômage, vous n'êtes pas parmi les actifs. C'est faux. Les chômeurs et les chômeuses font partie de la population active. Alors certes, ils n'ont pas d'emploi, c'est pour ça qu'on va les distinguer des actifs employés, mais ce ne sont pas non plus des personnes inactives, des inactifs, qui, ça va correspondre à des personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui n'en cherchent pas. Que ce soit par exemple des étudiantes et des étudiants, des parents qui restent au foyer, des personnes en situation de handicap, des retraités. Tout ça, ce sont des personnes qui
n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas et donc ne sont pas considérés comme faisant partie de la population active. Et globalement, du coup, la population active, c'est toutes les personnes qui soit travaillent, soit sont susceptibles de travailler. Et donc, c'est un indicateur aussi justement du travail disponible dans un pays, puisque du coup, c'est soit les personnes qui travaillent, soit les personnes qui peuvent travailler. Et donc justement, quand on compare par exemple le nombre de chômeuses et de chômeurs par rapport à l'ensemble de la population active, par rapport à l'ensemble de la population, en tout cas en âge de travailler, les critères posés internationalement, c'est entre 15 et 64 ans, même si évidemment ça peut changer selon la réglementation d'un pays. Hein. Vous pouvez avoir des personnes de plus de 64 ans qui vont continuer à travailler, notamment en fonction de l'âge de départ à la retraite. Mais en tout cas, internationalement, pour faire une mesure, la population d'âge de travailler, c'est les personnes entre 15 et 64 ans. Donc en prenant ces différents critères et en les comparant un peu les uns aux autres, on peut calculer différents pourcentages, différents taux, pour savoir à quel point est-ce qu'il y a des emplois dans la population, à quel point, à l'inverse, il y a du chômage, etc. Alors, la première de ces mesures, le premier de ces indicateurs, pour être un peu plus clair, c'est ce qu'on appelle le taux de chômage. Et donc, le taux de chômage, alors déjà, on va les calculer comme ça. Donc, on fait 100 puisque c'est un résultat en pourcentage. Donc, surtout, on divise le nombre de chômeuses et de chômeurs par rapport à la définition que je vous ai donnée par l'ensemble de la population active. Donc, pour le faire, ça veut bien dire que pour calculer ce taux de chômage, il faut que les chômeuses et les chômeurs fassent partie de la population active. On ne pourrait pas calculer le taux de chômage comme ça, en tout cas, si les chômeurs et les chômeuses ne faisaient pas partie de la population active. Et là déjà aussi, ça veut dire que quand on regarde par exemple pour une certaine catégorie, notamment pour les jeunes, quand vous calculez le taux de chômage, on regarde juste les jeunes qui sont actifs, donc soit qui ont un emploi, soit qui en recherchent un. Tous les jeunes qui ne font pas partie de la population active ne sont pas du tout comptés dans le calcul du taux de chômage. Typiquement, quand on regarde le taux de chômage des moins de 25 ans, on va enlever toutes les personnes de moins de 25 ans qui sont en train de faire leurs études parce que dans ce cas-là, elles n'ont pas d'emploi et elles n'en recherchent pas. En tout cas, si on écarte la situation des personnes, des étudiants et étudiantes qui ont un emploi à côté. Donc, dans le principe, vous faites vos études, vous n'avez pas d'emploi idéalement, et donc vous n'êtes pas compté dans la population active et donc on vous enlève totalement du calcul du taux de chômage. Ce qui fait que quand vous avez par exemple un taux de chômage des moins de 25 ans qui est aux alentours de 25%, ça ne veut pas dire qu'un quart des jeunes est au chômage. Ça, c'est une interprétation erronée de ce chiffre et on peut la retrouver d'ailleurs parfois dans la part de journalistes ou de la part de responsables politiques, mais clairement, il faut bien faire attention à ne pas le dire, surtout dans un devoir, même de façon générale parce qu'on ne peut pas dire de choses qui sont fausses. Donc, quand on dit le taux de chômage des jeunes est de 25%, ça veut dire que parmi tous les jeunes qui ont un emploi ou qui en recherchent un, 25% est au chômage. Mais du coup, c'est souvent en fait des personnes qui du coup ont arrêté leurs études, surtout qui ont arrêté leurs études plus tôt, et qui du coup se retrouvent dans la population active, mais aussi si ces personnes ont arrêté leurs études plus tôt et donc sont partie de la population active à leur âge, elles vont aussi avoir plus de difficultés à trouver un emploi. Quand vous regardez par contre ce qu'on appelle la part du chômage, donc là en l'occurrence c'est le nombre de chômeuses et de chômeurs dans l'ensemble de la population. Donc par exemple le nombre de chômeuses et de chômeurs parmi l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans, que ce soit des jeunes qui fassent partie de la population active ou pas. Donc là, quand on compte les personnes qui sont en train de faire leurs études, la part du chômage est beaucoup plus faible que le taux de chômage. Alors elle est quand même un peu plus importante que la part du chômage dans l'ensemble de la population, mais on a un écart qui est plus faible. Ce qui montre bien ce qui amène à relativiser ces chiffres. Voilà, donc ça c'est le taux de chômage, c'est l'indicateur principal et c'est celui que notamment on va généralement utiliser dans le cadre de ce chapitre. Néanmoins, cet indicateur, on va aussi le compléter avec d'autres indicateurs pour avoir une vision plus complète
de la réalité du chômage et de l'emploi. Alors, ces autres indicateurs, c'est d'abord le taux d'emploi. Alors, on pourrait se dire le taux d'emploi, c'est l'inverse du taux de chômage. Le taux de chômage, c'est les chômeurs par rapport à l'ensemble de la population active. Et donc, si vous n'êtes pas au chômage, vous avez un emploi, vous êtes donc actif occupé. Et donc voilà. Et on pourrait se dire, si j'additionne le taux d'emploi et le taux de chômage, j'obtiens 100%. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez justement la formule pour calculer le taux d'emploi, c'est le nombre d'actifs occupés par rapport à l'ensemble de la population, en tout cas l'ensemble de la population en âge de travailler. C'est-à-dire, alors que pour le taux de chômage, c'était par le nombre de chômeuses et de chômeurs par rapport à l'ensemble de la population active. Donc, vu qu'on ne compare pas par rapport à la même chose, vu qu'on n'a pas la même chose au dénominateur, ici et là, on ne peut pas additionner ces chiffres, et c'est pour ça que si vous additionnez le taux de chômage et le taux d'emploi, vous n'aurez pas un chiffre qui est aux alentours de 100%, mais il y a logiquement en tout cas une relation quand même inverse entre le taux de chômage et le taux d'emploi. Quand le taux d'emploi augmente, le taux de chômage baisse, et inversement. En tout cas, c'est le cas généralement. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et autre indicateur, le taux d'activité qui permet finalement un peu de faire la liaison. Donc ça, c'est la part de la population active. Donc vous comptez les actifs occupés, les chômeuses et les chômeurs par rapport à l'ensemble de la population en âge de travailler. Et donc par exemple, on pouvait se dire, c'est moins le cas auparavant, même si il y a quand même une différence qui reste présente, mais le taux d'activité, pendant un long moment, le taux d'activité des femmes était plus bas que le taux d'activité des hommes, parce que vous aviez plus de femmes qui restaient au foyer et ne cherchaient pas d'emploi. Et donc ça veut dire qu'il y avait moins, par rapport à l'ensemble des femmes, il y avait moins de femmes qui étaient membres de la population active, qui donc soit avaient un emploi, soit en cherchaient un. Alors, quand on regarde tous ces indicateurs et la façon dont ils fonctionnent, on peut voir en fait que il peut y avoir un moyen de diminuer le chômage sans créer d'emploi et sans toucher aux critères statistiques. Vraiment, je parle du chômage dans la définition statistique sans toucher aux critères administratifs. C'est pas juste vous avez changé la loi, les critères pour être compté comme demandeur d'emploi, mais parce que ça n'aurait normalement pas d'impact sur la question de la mesure statistique du chômage. Mais il peut y avoir en fait un moyen de diminuer le chômage sans créer d'emploi. Même si, évidemment, la façon la plus simple et générale de diminuer le chômage, c'est de créer des emplois. Parce que quand vous regardez le taux de chômage, il est justement calculé donc, en divisant le nombre de chômeuses et de chômeurs par rapport à l'ensemble de la population active. Mais en fait, donc on peut se dire, si le taux de chômage baisse, c'est parce qu'il y a moins de chômeurs et de chômeuses. Et pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un emploi et ils sont devenus actifs occupés. Oui, c'est possible. Mais en réalité, ça peut aussi être parce qu'ils sont passés de la catégorie chômeuse, chômeur à la catégorie inactif. Notamment si vous avez des personnes qui cherchent un emploi depuis un moment, depuis plus d'un an, on va dire. Donc typiquement, la définition du chômage de longue durée, c'est être au chômage depuis un an ou plus. La définition du chômage de très longue durée, c'est être au chômage depuis 2 ans ou plus. Et là, clairement, vous allez vous dire, ça fait un moment quand même, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je cherche un emploi. J'ai envoyé des lettres de motivation, j'ai répondu, j'ai envoyé des candidatures spontanées, j'ai répondu à des annonces qu'on m'a proposées pour l'emploi, etc. Mais j'ai rien trouvé. J'en ai marre. Je me décourage, j'arrête. À quoi ça sert? J'ai fait toutes ces démarches pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ai rien. Donc pourquoi finalement m'embêter, etc. puisque je cherche et je ne trouve pas d'emploi. Et du coup, vous n'avez pas d'emploi, vous n'êtes pas passé dans la catégorie actif employé, mais vous arrêtez en tout cas de chercher activement un emploi. Donc vous n'allez plus être considéré non plus comme chômeuse ou comme chômeur, vous allez passer dans la catégorie inactif. Et puisque vous n'êtes plus dans la catégorie chômage, vous allez plus être compté dans le taux de chômage. Et donc vous allez avoir une baisse du taux de chômage. Alors ça, les gouvernements ne peuvent pas directement influencer dessus, mais parfois, quand on observe
une baisse du taux de chômage, il faut se demander est-ce que ça correspond vraiment à une augmentation du taux d'emploi. Est-ce que ça veut dire que si le chômage baisse, c'est parce que les personnes trouvent un emploi, ce qui est vraiment l'interprétation qu'on a et ce qui correspond généralement à la réalité, ou est-ce que c'est parce que les personnes arrêtent de chercher un emploi. Éventuellement, si on leur proposait, elles accepteraient, elles voudraient bien travailler, mais là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elles cherchent, elles ne trouvent rien. Elles arrêtent de chercher un emploi, elles deviennent inactives, et du coup, vous avez une baisse du taux d'activité. C'est pour ça justement que le taux de chômage, il ne faut pas l'utiliser tout seul comme indicateur du nombre de créations d'emplois et de la baisse du chômage. Il faut aussi le mettre en perspective avec le taux d'emploi et le taux d'activité. Normalement, la baisse du taux de chômage correspond à une augmentation du taux d'emploi, mais ça peut aussi correspondre à une baisse du taux d'activité si vous avez en fait une augmentation du nombre de personnes qui étaient chômeuses ou chômeurs qui devient maintenant inactif. Quand on s'intéresse maintenant plus précisément à la situation de la France, donc comme je l'ai déjà dit, en fait, la mesure du chômage, la mesure officielle de référence, c'est celle qui est réalisée par l'INSEE à partir des critères définis par le Bureau international du travail. Donc vous avez globalement le fait de ne pas avoir d'emploi, donc de ne pas avoir travaillé dans la semaine de référence. Le fait d'être disponible pour travailler et accepter un emploi dans les 2 semaines à venir. Et aussi de rechercher activement un emploi. Si vous cochez ces 3 cases, vous n'avez pas travaillé dans la semaine de référence, vous cherchez activement un emploi et vous êtes disponible dans les 2 semaines si on vous propose un emploi, dans ce cas, vous serez considéré comme chômeur ou chômeuse au sens de l'INSEE et du BIT. Et en mettant en relation les nombres de chômeuses et de chômeurs par rapport à la population active, et seul l'INSEE peut mesurer la population active, vous obtenez le taux de chômage. Ce qu'il faut quand même généralement compléter par, comme c'est indiqué, les personnes qui sont en sous-emploi, donc c'est-à-dire des personnes qui notamment ne sont pas à temps partiel et souhaiteraient travailler plus, et toutes les situations d'alloc du chômage qui ne cochent pas exactement les 3 critères de la définition du chômage au sens de l'INSEE et du BIT, mais qui ne sont pas très loin pour différentes raisons, je ne vais pas entrer en détail, mais et qui du coup sont dans des situations qui sont très proches du chômage. Typiquement, voilà, si toutes les personnes qui sont inactives statistiquement, officiellement, mais qui en fait aimeraient bien un emploi si on le proposait, seront comptés dans le halo du chômage. Et vous avez aussi quand même tous les mois Pôle emploi qui publie son chiffre, mais alors c'est pas du tout les chiffres du chômage, enfin on les interprète comme ça dans les médias, etc. C'est présenté comme les chiffres du chômage, mais en réalité, Pôle emploi publie uniquement le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et qui ne correspond pas tout à fait aux chiffres du chômage pour différentes raisons, mais vous avez donc typiquement la catégorie A qui correspond le plus à ce qu'on appelle le chômage, puisque ce sont des personnes qui recherchent un emploi et qui n'en ont pas actuellement. Et après, vous avez, c'est généralement complété par les catégories B et C, qui sont des personnes qui recherchent un emploi et donc sont inscrits à Pôle emploi, mais travaillent quand même, ont un emploi, même si c'est un emploi à temps partiel plus ou moins important. Donc, assez faible, temps partiel assez faible pour la catégorie B et un peu plus important pour la catégorie C. Alors quand on regarde les chiffres les plus récents, donc en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est ceux qui correspondent à octobre 2020. Donc pour l'INSEE, vous avez 2 millions de chômeuses et de chômeurs, un taux de chômage qui est aux alentours de 7% et un lot du chômage qui est à 2,5 millions. Et pour Pôle emploi, vous avez un nombre de demandeurs et de demandeuses d'emploi en catégorie A qui est à 3,6 millions. Donc après, évidemment, il faut être un peu prudent parce que, en tout cas, directement après la crise sanitaire, le nombre de chômeurs et de chômeuses n'a pas trop augmenté du fait du chômage partiel. Mais vous aviez quand même le halo du chômage qui lui avait augmenté parce que ces personnes
se retrouver dans cette catégorie. Et ça s'est rééquilibré un peu après. Donc avec des chiffres plus récents, on serait déjà dans quelque chose qui serait plus proche de ce à quoi on pourrait s'attendre, avec un taux de chômage plus élevé, un nombre de chômeurs et de chômeuses plus élevé et un taux de chômage plus faible. Les limites de la définition statistique du chômage et donc du taux de chômage invitent à élargir la mesure du chômage et à utiliser au moins des indicateurs complémentaires. Donc je vous l'ai dit, déjà il faut mettre en parallèle le taux de chômage, l'évolution du taux de chômage avec l'évolution du taux d'emploi et du taux d'activité, mais aussi à utiliser des indicateurs complémentaires pour justement avoir une meilleure idée de la demande d'emploi. Et c'est dans cette perspective qu'on utilise à la fois le halo du chômage et qu'on mesure donc le halo du chômage et le sous-emploi. Alors à quoi ça correspond exactement? Parce que jusque-là j'ai évoqué notamment la notion de halo du chômage, mais seulement brièvement, sans expliquer dans le détail. Donc le halo du chômage, en gros, si vous reprenez les 3 critères qui sont nécessaires pour être considéré comme au chômage selon donc, la définition de l'INSEE et du Bureau international du travail, être sans emploi, être disponible pour avoir un emploi et faire des démarches de recherche active d'emploi, sont classés dans le halo du chômage des personnes qui sont sans emploi et qui souhaitent travailler, mais qui en fait, soit donc sont disponibles pour travailler mais ne font pas des démarches actives de recherche d'emploi, soit ne sont pas disponibles pour travailler mais font des démarches de recherche d'emploi, ou encore des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui souhaitent travailler mais ne sont pas disponibles dans l'immédiat pour travailler et ne font pas de démarche de recherche active d'emploi. Donc voilà, on élargit pour avoir une notion de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui souhaitent travailler mais qui ne collent pas tout à fait aux critères posés par la définition de l'INSEE. Et à côté de ça, vous avez le sous-emploi, puisque donc on a dit, dans le halo du chômage, le point commun, le point de base partagé par toutes les personnes classées dans le halo du chômage, ce sont des personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui souhaitent travailler. Là, dans le cas du sous-emploi, vous avez des personnes qui ont un emploi mais qui en recherchent un autre, notamment parce qu'elles souhaitent travailler plus. Donc ce sont généralement des personnes à temps partiel, un temps partiel qui est plutôt subi que recherché, et qui souhaiteraient, si possible, trouver du coup un emploi à temps complet. Ce qui correspond d'ailleurs, si on met ça en parallèle avec la définition des demandeurs d'emploi de Pôle emploi et du ministère du Travail, aux demandeurs d'emploi de catégorie B et catégorie C. Donc justement, en complétant du coup la mesure du chômage avec le halo du chômage et le sous-emploi, ça permet d'avoir une vision plus complète de l'état du marché du travail, notamment de la demande d'emploi par les travailleurs et les travailleuses. D'ailleurs, justement, par exemple, pendant en tout cas le premier confinement et donc le deuxième trimestre 2020, on a vu un taux de chômage qui restait à peu près stable, qui n'augmentait pas, mais le halo du chômage qui s'était gonflé parce que justement il y avait des personnes qui avaient perdu leur emploi, mais qui, en tout cas c'est une supposition qu'on peut faire, qui ne recherchaient pas activement parce que, vu l'état de confinement, etc., ne pouvaient pas faire de démarche de recherche active d'emploi et n'étaient pas disponibles puisqu'elles étaient confinées pour travailler. Mais dès que justement ce confinement s'est arrêté, ces personnes sont devenues des chômeurs au sens plus classique du terme, et donc le halo du chômage a dégonflé et le taux de chômage a remonté, est passé de 7 à 9%. Donc voilà, on a défini le chômage, on a vu comment il était mesuré, on a vu avec quoi est-ce que cette définition statistique, économique, théorique du chômage ne devait pas être confondue, notamment avec ce qu'on pouvait penser dans le sens commun. Et maintenant qu'on sait de quoi on parle, on peut s'attaquer au cœur du sujet. Et donc en l'occurrence, la problématique de ce chapitre, comme j'ai pu un peu l'annoncer, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer le chômage, quelles sont les différentes théories qui expliquent le chômage, et justement quelles politiques on peut mettre en place pour lutter contre le chômage, et en voyant le lien entre les différentes théories et les différentes politiques. Et ça, du coup, ce sera dans les vidéos suivantes. Au revoir.